il le fait exprès, il pourrait faire différemment, il pourrait faire un effort, parce que on a une méconnaissance du fonctionnement de l'enfant et de comment en fait ça se passe. Le développement de l'enfant à la base, c'est de l'expérimentation par le corps. Oui. L'enfant, quand il manipule, quand il met à la bouche, quand il utilise ses deux mains, il commence à apprendre à les coordonner, il sent les textures, il apprend à s'organiser dans l'espace. Enfin, tout ça, ça se construit rien qu'en jouant en fait. Oui. C'est quand un enfant joue, en fait, il fait pas que taper dans un ballon ou construire une tour avec des cubes. Il expérimente tout ça en même temps. Bien sûr. Il se construit là-dedans. Parce qu'un enfant qui est toujours occupé à bouger et qui sait pas comment s'arrêter, il peut pas rentrer dans une activité, un jeu qu'on lui propose et apprendre quelque chose. C'est très difficile en tout cas. Souvent, s'il y a une guidance, si les outils sont bien instaurés et que c'est bien mis en place et que ça fonctionne, souvent il y a des fois plus besoin de thérapie spécifique à l'enfant en individuel. Si on parle de ligne directrice, c'est le point le plus important, c'est que le parent n'est pas responsable du trouble de son enfant. Ce podcast est une source d'information et de partage autour du TDAH. Il ne remplace pas un avis médical ni un accompagnement professionnel. N'arrêtez jamais un traitement sans avis médical. Si vous vous reconnaissez dans certains témoignages, n'hésitez pas à en parler à un spécialiste. Bienvenue dans le podcast NutriGenius, le podcast qui a pour objectif de vous aider à révéler le potentiel de vos petits génies atteints de TDAH. Dans ce podcast, nous interviewons des parents, mais aussi des experts. Et aujourd'hui, nous parlons à Sarah Cornet, qui est psychomotricienne et qui a la particularité de travailler avec des enfants qui ont un TDAH, mais aussi des animaux. Bonjour Sarah, merci d'être venue dans le podcast NutriGenius nous parler de ta pratique. Donc tu travailles pour l'association Anima, qui est une association qui propose de la psychomotricité avec des animaux. C'est ça. Mais exactement. Tu es aussi spécialisée dans d'autres domaines comme la guidance parentale. Exactement, oui. Donc je suis psychomotricienne, comme tu l'as très bien dit. Et je travaille dans un centre qui s'appelle l'association Anima, qui fait de la psychomotricité avec une particularité. On a une médiation très spéciale, comme tu l'as dit, c'est l'animal. Donc les chevaux, principalement. Et avec le temps, on a un peu élargi le spectre, donc on a aussi des chiens, nos chiens. Oui. Avec mes collègues, on a chacune un chien. Et aussi des poules. Ah, et aussi des poules. Alors, oui. Moi, j'ai la chance de devoir pratiquer aussi parce que tu accompagnes mon fils, en fait, dans le cadre de l'association. C'est ça. Et du coup, c'est génial. Je peux voir aussi dans le quotidien dans le quotidien des séances, en tout cas, comment tu t'organises, ce que tu proposes comme activité. Exactement. Et je voulais vraiment pouvoir t'inviter sur ce podcast parce que je trouve que c'est pas assez connu. Le lien avec les animaux, ça m'intéresse beaucoup aussi. Mais avant d'aller vraiment sur le sujet du TDAH, des troubles déficitaires de l'attention et de la psychomotricité, je voulais juste que tu nous parles un tout petit peu plus de toi et de qu'est-ce qui t'a motivé, toi, personnellement, à travailler aujourd'hui avec des enfants qui sont neuroatypiques. Qu'est-ce qui te motive au quotidien? Qu'est-ce qui t'anime, en fait, dans cette mission? Une question très, très large. On va essayer d'y répondre de manière synthétique. Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le métier psychomotricienne pour ma part, qui m'a attirée assez jeune. J'ai pas tout de suite trouvé le métier exact et l'intitulé exact du métier, parce que c'est un métier qui était, en tout cas quand moi j'étais à l'époque au lycée, qui était, alors c'était pas niche, mais c'était quand même un métier qui était pas forcément mis en avant. Qu'il fallait quand même, fallait un peu chercher dans le domaine du soin et de la thérapie pour pouvoir aller dénicher ce mot. Oui, c'est clair, c'est assez peu connu. C'est un métier qui est assez jeune. Dieu merci, maintenant ça s'étend et ça se démocratise, mais c'est vrai que c'était pas le cas à l'époque. Et du coup, c'est d'abord ce métier-là qui m'a amenée à m'intéresser au domaine du soin et de la thérapie, et qui a vraiment coché un petit peu toutes les cases que moi j'avais envie d'aller pratiquer, explorer. J'avais d'abord pensé à la psychologie, à la kinésithérapie, physiologie du coup. Donc tu savais déjà que tu voulais être dans le soin, ça c'était déjà très clair pour toi. Mais j'avais besoin d'une approche plus globale. Et c'est là où je ne trouvais pas ma voie à la base, parce que du coup j'avais le côté psychologique par certains endroits et le côté émotionnel, gestion psychique, mais ça n'apportait pas le côté corporel. Et puis d'un autre côté, il y a le côté corporel, mais il manquait toujours une case. Et puis je suis tombée sur la psychomotricité, et là en fait j'ai complètement adhéré à la pratique, à ce que ça représentait et à ce soin holistique qui permet vraiment d'aller dans la globalité de l'individu.
Et c'est ça qui m'a vraiment d'abord attirée. Et puis le côté médiation animale, il est venu parce que moi j'adore les animaux depuis toute petite et je pratiquais l'équitation depuis mes 9-10 ans. Donc les chevaux, les animaux, ça paraissait presque une évidence pour... Oui, c'est ça. Et j'avais toujours voulu travailler avec les animaux. Avant de vouloir travailler dans le soin, thérapie avec les humains, j'avais envie de travailler avec les animaux à la base. La psychomotricité, ça s'adresse uniquement aux enfants ou ça s'adresse aux adultes aussi ? Alors, la psychomotricité, ça s'adresse à tous les âges de la vie. D'accord. Ça peut aller de la néonatalité, donc on parle des enfants qui vont être prématurés. Il y a des services de néonatologie qui ont des psychomotriciens, et d'ailleurs, il devrait y en avoir encore plus, parce que c'est très, très important à ces âges-là. On voit les effets, nous, sur les enfants qui ont eu, par exemple, des temps en couveuse, ou à la naissance, ou des opérations assez lourdes, et qui ont, du coup, entre guillemets, eu un moment de stase dans leur développement, tout petit, et qui, du coup, ont un retard de développement. Acquis certaines compétences, en tout cas. Parce que si on revient sur la genèse de la psychomotricité, c'est d'abord, on est des spécialistes du développement de l'enfant, du développement psychomoteur de l'enfant. Donc, on peut venir agir dès les plus jeunes âges de la vie et tout au long de la vie, donc l'enfance, l'adolescent, l'adulte, évidemment, et on travaille aussi en gériatrie. Pour aller soutenir justement ce développement qui à un moment donné régresse malheureusement et qui peut créer des troubles chez certains patients et du coup on va accompagner les patients aussi plus âgés. Et qu'est-ce qui t'amène toi à travailler avec les enfants et pas forcément avec les adultes? T'as un attrait particulier pour les enfants? Un concours de circonstances de plusieurs éléments. Alors j'ai toujours adoré les enfants, j'ai toujours été assez passionnée par le contact avec les enfants, leur créativité, leur spontanéité, et donc c'est un attrait de la personnelle. Mais il y a aussi le fait que je voulais travailler avec les animaux, les chevaux, principalement à la base, quand j'ai débuté. Et le centre dans lequel je travaille, on accueille principalement des enfants. Oui. Alors moi, je suis des adultes aussi, je suis des adolescents, donc je travaille un peu avec tous les âges. Mais je pense que c'est aussi un domaine où on est très demandé à ces âges jeunes, parce qu'on est au cœur du développement, on est au cœur d'un moment clé dans la vie où les apprentissages se font, où l'individu se construit. Et c'est à ce moment-là, souvent, qu'on fait appel à nous. Donc, on a une majorité de demandes pour les enfants quand même de base, même si après, on peut se spécialiser dans d'autres choses comme en gériatrie, etc. Oui, clairement. Et par rapport à la psychomotricité, si on va un peu dans le cœur de la pratique, donc comme tu l'as dit, ça repose à la base sur le développement psychomoteur. Oui. Qu'est-ce qu'on fait exactement avec les enfants dans les séances de psychomotricité? Parce que, en fait, moi, quand j'en parle, j'ai un peu de mal à l'expliquer, je t'avoue. Et puis du coup, les gens me disent, oui, mais en fait, il fait quoi exactement dans ces séances de psychomotricité? Mais c'est quoi? C'est des mouvements? C'est de la psychologie? Je dis, en fait, il développe des compétences. Il développe des compétences, par exemple, relationnelles. Il va développer des compétences, par exemple, d'inhibition ou autre comportementale, mais si tu peux nous expliquer avec des mots hyper simples ce qu'on fait vraiment dans les séances de psychomotricité. Ok, alors faut savoir que c'est un métier qui est difficile à définir parce qu'il englobe énormément de domaines différents et de facteurs différents. Donc c'est pour ça que des fois ça noie un peu le trouble. Ouais. Même pour nous en tant que psychomotricien, faut savoir que c'est un sujet chez les psychomotriciens. La définition de notre métier, c'est un sujet parce que il y a tellement de façons de le pratiquer aussi. Vu qu'on utilise des médiations. Donc, je vais revenir un peu à la base de la psychomotricité, puis on va voir. Et puis peut-être vraiment focuser sur les enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention et qu'est-ce qu'on fait particulièrement avec ces enfants-là. On va resserrer les taux. Et voilà, comme ça. Comme ça et puis tu me dis si jamais je m'égare et on essaie de recentrer, de poser des questions si c'est pas clair. En fait, comme je le disais, on est spécialiste du développement psychomoteur de l'enfant. Déjà, psychomoteur, il faut déjà le définir. On parle, en fait, d'une intrication dans le développement de l'enfant qui vient jouer sur plein de domaines du corps et de l'individu, qui sont les domaines moteurs, donc la motricité, donc comment l'enfant il va bouger, comment il va organiser ses gestes, que ce soit des gestes fins, que ce soit des gestes plus globaux, que ce soit de l'équilibre, que ce soit lancer, attraper, etc. Toutes ces choses-là qu'on voit tous les jours chez les enfants. Et ces mouvements-là, ils sont inclus dans un environnement,
donc dans l'espace. Donc on va travailler aussi là-dessus, la notion de l'espace, son corps dans l'espace, comment on s'organise, comment on se dirige, comment on s'oriente, dans le temps aussi, comment on séquence les mouvements, comment on fait une chose après l'autre, comment après on vient au niveau cognitif planifier les gestes, exécuter, inhiber certaines envies. On va parler d'impulsivité chez les enfants justement qui ont un TDAH. Comment aussi on arrive à avoir de l'attention, comment on arrive à se concentrer sur une tâche. Et puis dans tout ça, dans un simple petit geste de jeu, par exemple, d'une interaction avec un enfant qui joue, et ben, dans son environnement, donc il va y avoir l'espace dans lequel il joue, et puis il va y avoir les autres aussi. Donc il va y avoir la relation à l'autre. Et en fait, tous ces éléments-là viennent s'imbriquer. Donc c'est très complexe à expliquer, mais si on prend un élément à la fois, c'est plus clair. Et il y a plein d'autres choses. Il y a aussi au niveau musculaire, au niveau tonique, on appelle ça le tonus des muscles. Donc comment la posture. On a des enfants, par exemple, qui ont des problèmes posturaux parce qu'on verra qu'avoir un TDAH, oui, mais on peut avoir d'autres troubles associés. Bien sûr. Et qui, du coup, vont déjà avoir de la peine juste à rester assis. Ça va déjà leur coûter énormément parce que, on peut demander même à des adultes qui n'ont pas de troubles particuliers, essayez de vous tenir droit pendant une demi-heure. Vous allez me dire si c'est quelque chose que vous êtes habitué à faire, ça va aller. Mais si c'est pas une habitude, ça peut être fatigant. Et ça vient jouer sur l'attention, ça vient jouer sur la capacité à faire autre chose et à libérer ses mains pour agir, pour manipuler et du coup pour expérimenter et apprendre. Et tout ça, c'est tout ce qui se passe en nous quand on fait quelque chose, une activité, peu importe. Et quand un enfant joue, en fait, il fait pas que taper dans un ballon ou construire une tour avec des cubes. Il expérimente tout ça en même temps. Bien sûr. Il se construit là-dedans. Et du coup, la psychomotricité, elle vient jouer sur tous ces petits axes. Alors, on est spécialisé dans la motricité, quand même. Tout ce qui est aspect moteur fin, aspect moteur globaux, comme je disais. Et aussi dans l'aspect relationnel, gestion des émotions. Je n'ai pas dit ça, mais c'est très important. On a quelque chose qu'on appelle la régulation tonico-émotionnelle. Alors, c'est un mot un peu technique, mais c'est vraiment comment notre corps exprime aussi à travers les tensions internes, à travers les petites crispations qu'on a à l'intérieur, etc. Comment ça s'exprime avec les émotions. Et comment on arrive à réguler ces choses-là. Enfin, on peut le voir, quand on est stressé, on a besoin de souffler. Oui, quand on souffle, tout d'un coup, il y a tout qui se détend. C'est vraiment lié. Notre corps est lié à nos émotions. C'est pas que psychique. Donc en fait, c'est à la fois aider l'enfant à prendre conscience, c'est ça? Oui, nous, en fait, on va faire le pont. Parce que ça, c'est ce qui constitue l'enfant. Oui. Maintenant, quand tout va bien, l'enfant se développe, on l'accompagne, on l'aide à expérimenter, il apprend, et puis il évolue, il grandit. Ça, c'est quand tout est... Développement classique, on va dire, normé. Maintenant, y a des enfants qui ont des difficultés dans certains domaines, et c'est là où on fait l'appel à la psychomotricité, parce que on est une thérapie à médiation corporelle. Donc, on va utiliser le corps pour aller travailler sur les différents domaines qui vont être en difficulté. Donc, chez un enfant qui a un TDAH, on va parler d'agitation psychomotrice, par exemple. On retrouve le mot psychomoteur dans ce mot-là. C'est parce que la psychomotricité, c'est une thérapie, c'est un domaine, mais le développement psychomoteur, c'est tous les enfants, pas que les enfants qui ont des troubles. Bien sûr. L'enfant qui a un TDAH, donc, il va avoir une difficulté d'agitation psychomotrice. Ça va être lié à son besoin sensoriel. C'est aussi un mot que j'ajoute. J'en rajoute au fur et à mesure. Parce que les sens sont très importants. Et il peut y avoir des particularités sensorielles chez certains enfants. Des enfants qui, au niveau vestibulaire, au niveau proprioceptif, vestibulaire, c'est vraiment tout ce qui est équilibre interne avec l'oreille interne. Et puis, proprioceptif, c'est vraiment, en fait, si tu fermes les yeux, tu tends le bras, tu sais où est ton bras. Oui. C'est-à-dire que c'est interne. Logiquement, oui. Normalement, j'espère. Donc, avec les enfants, des fois, au niveau des sensations qu'ils ressentent dans leur corps, ils ont un besoin de sentir leur corps. C'est comme s'ils n'avaient pas cette sensation, vraiment, ce ressenti qui était très clair et très bien intégré. Et ils peuvent rechercher, du coup, à ressentir leur corps. Tout ça, c'est très inconscient. Hein. Moi, j'en parle parce qu'on l'analyse, mais chez un enfant, il va pas se dire « Tiens, j'aimerais bien ressentir mon bras, je vais bouger. » Bon. Et là, du coup, dans cette agitation, il y a non seulement la difficulté à rester immobile, à
plus bouger, à être dans le non-mouvement, mais il peut y avoir aussi une recherche de sensations. Et nous, en fait, en tant que psychomotricien, on va aller apporter des outils, par exemple, chez un enfant. Pour avoir ces sensations, mais d'une manière plus... avec un siège qui peut bouger un peu, avec des éléments à manipuler, des petits coussins à picot. Enfin, c'est tous des petits outils qu'on va aménager aussi. Parce qu'on travaille en thérapie, on fait des aménagements aussi. Donc, la psychomotricité, en fait, elle vient travailler sur les domaines que j'ai cités, et elle aussi accompagne et aménage et outille toutes les personnes qui sont autour de cet enfant, parce que dans la séance, je vais en parler, on va faire des activités particulières, on va travailler d'une certaine façon pour amener l'enfant dans certains objectifs qu'on aura, nos objectifs thérapeutiques, mais on va aussi, en fait, notre but, c'est que ça se généralise au quotidien. Parce que si l'enfant arrive à faire des choses super pendant la séance, pendant 1 heure, c'est génial, mais si à l'extérieur, ça n'apporte rien, ça a peu de sens. Bien sûr. Il va quand même apprendre, il va évoluer, mais le but, c'est d'aller travailler spécifiquement sur les besoins actuels de l'enfant, qui sont souvent scolaires. Et d'identifier déjà quels sont ses réels domaines de difficulté, et ensuite, en fonction, tu vas choisir des exercices qui vont permettre à l'enfant d'aller justement travailler sur ses besoins spécifiques. Des jeux, on utilise du mouvement, parce que le développement de l'enfant, à la base, c'est de l'expérimentation par le corps. L'enfant, quand il manipule, quand il met à la bouche, quand il utilise ses 2 mains, il commence à apprendre à les coordonner, il sent les textures, il apprend à s'organiser dans l'espace. Enfin, tout ça, ça se construit rien qu'en jouant, en fait. Bien sûr. Quand je dis rien qu'en jouant, je minimise pas. C'est pour dire, c'est en jouant. C'est clair. C'est en manipulant, c'est en expérimentant. Et nous, en fait, on utilise ça pour remettre un peu en jeu cet apprentissage-là qui se fait par le corps, au travers des jeux que nous, on va initier, qu'on va amener, parce qu'on a 2-3 petits outils dans notre mallette. Et ces jeux-là et ces expérimentations-là vont permettre à l'enfant de réintégrer des choses qui, peut-être, sont immatures ou pas bien intégrées et qui l'entravent dans son quotidien. Et du coup, c'est là où intervient, pour nous, la médiation animale, par exemple. Parce que la psychomotricité, ça peut être fait avec beaucoup de médiations différentes. Il y en a qui utilisent la danse, la musique, la balnéothérapie, donc dans l'eau. Enfin, il y a plein de modèles, médias, en fait, de modèles qui sont différents et qui sont très chouettes. Et nous, on s'est centré sur l'animal. Et qu'est-ce qu'on va rechercher particulièrement avec l'animal dans le cadre de la psychomotricité, justement ? Alors, on va reprendre tous les domaines. Au niveau moteur, par exemple, avec le cheval plus particulièrement, parce que c'est quand même notre cœur de métier, on a par exemple, alors pour quelque chose de très simple où les gens peuvent se comprendre et se connecter, le cheval, quand il est en mouvement, quand il est au pas, donc quand il marche, et qu'on est sur son dos, on est assis sur son dos, il met en jeu les mêmes muscles qu'on utilise quand nous, on marche. Okay. Sauf qu'il le fait de façon, alors lui active, mais nous il met passive. En jeu lui ou il met en jeu chez nous? Il met en jeu chez nous. Nos muscles chez nous. À nous. D'accord. Donc là, par exemple, si tu t'assois sur un cheval, que je mets le cheval en mouvement, tu vas avoir un mouvement dans ton bassin qui, en fait, fait un sorte de 8. Ça fait un 8 allongé. Oui. OK. Voilà. Et dans tout ce processus-là, ça va activer les mêmes connexions et les mêmes muscles que quand tu es, toi, en train de marcher activement par terre, au sol, normalement. Donc ça, par exemple, c'est une des choses qui peut vraiment ramener du sens et de la coordination et de la sensation. Et ça peut avoir, alors là, on sort un peu du TDAH, mais ça peut avoir énormément de sens pour des patients qui ont un handicap physique et qui, du coup, sont en fauteuil et n'ont plus ces mouvements-là. Donc ça va venir mobiliser, ça vient réactiver les muscles. Enfin, c'est très intéressant pour ce genre de choses. Après, il n'y a pas que ça. Ça, c'est un des gros éléments qui est un peu facile à comprendre et à capter. Mais chez l'enfant, par exemple, on va travailler la posture, justement. Je parlais du tonus. Il va amener le mouvement, le cheval. Donc, on peut rester assis, on peut être passif assis, parce qu'il y a quelque chose qui nous amène du mouvement, tout d'un coup. Oui. Donc, on n'a plus besoin de le créer nous-mêmes. Donc, tout d'un coup, l'immobilisme, il est plus si immobile, mais du coup, il permet d'entrer en jeu dans d'autres activités. Parce qu'un enfant qui est toujours occupé à bouger et qui sait pas comment s'arrêter, il peut pas rentrer dans une activité, un jeu qu'on lui propose et apprendre quelque chose. C'est très difficile en tout cas. Oui, c'est clair. Son niveau de concentration, il est pas... C'est très demandeur et ça fatigue énormément. Alors quand il est à cheval, oui, il doit gérer son équilibre, mais il a du coup ce mouvement qui est créé naturellement et il va pouvoir rentrer en jeu dans les activités. Du coup, ça te donne comme une espèce de fenêtre ouverte. Ça donne une contenance, pour la séance et puis pour introduire autre chose, quoi, finalement. Exactement. Ça peut être vraiment un soutien. Et quand je continue au niveau moteur, il y a
du coup, on fait de la voltige à cheval, par exemple. Alors ça, j'ai vu, cette semaine, tu faisais de la voltige avec mon fils. J'ai trouvé ça génial. D'ailleurs, je lui ai demandé après ce qu'il en avait pensé. Il m'a dit, mais c'est super. Et je lui ai dit, mais t'as pas peur que le cheval bouge, tout ça? Il me dit, non, mais je le surveille, en fait. Je sais exactement quand il va bouger. Et même quand il met un tout petit peu les oreilles en arrière, je me dis, ça va. Non, là, il est relax. C'est vraiment quand il dépasse une certaine amplitude que je voyais qu'il avait vraiment compris tous les codes. Et justement, on cherche quoi dans cet exercice-là, justement, dans la voltige? Ah bah c'est super d'entendre déjà qu'il a retenu tout ça et puis qu'il a intégré tout ça, c'est génial. Dans la voltige, alors sans parler du côté relationnel avec le cheval, même si ça sera toujours présent dans la séance et on en parlera, mais dans le côté vraiment voltige, on va chercher la coordination. On va chercher l'organisation des mouvements, on va chercher la capacité de faire de l'équilibre statique, dynamique aussi, le fait de planifier quelque chose. Exactement. Comment on prend le temps aussi, donc la conscience du corps. On parlait de proprioception tout à l'heure, donc de savoir où est son corps, comment on l'organise. Ça fait partie de ça. Donc un enfant qui va être très agité, très dispersé, il va devoir remettre son attention sur lui, sur les gestes, et il va remettre de la conscience sur ce qu'il fait et sur l'enchaînement des étapes, parce que quand on fait une figure, il y a des étapes. On peut pas, quand on fait de l'équilibre, on peut pas se mettre tout d'un coup debout. Enfin, c'est d'une déjà dangereux, et puis de deux très inconfortable pour le cheval, très inconfortable pour l'enfant. Enfin voilà. Donc il doit penser à ces étapes, il doit prendre le temps, aller doucement. Donc, pas précipiter les gestes, c'est souvent ce qui arrive avec la TDAH. Oui. Donc, tout d'un coup, il y a toute une capacité qui se met en jeu et il entraîne ça. En fait, on entraîne un peu son cerveau préfrontal, en quelque sorte, dans toute cette mécanique, parce que finalement, il doit observer, il doit anticiper ses mouvements, planifier ses mouvements, se coordonner, en même temps regarder comment le cheval réagit. Enfin, il y a puis, beaucoup de choses. Au niveau moteur, il y a une vraie organisation qui se met en place, parce que dans les appuis, se tenir, parce que on est quand même sur le cheval, donc on peut pas juste s'amuser. Par exemple, on fait le moulin, donc ça s'appelle le tour du monde, on appelle ça, c'est quand on est assis sur le cheval, puis qu'on fait un tour entier sur soi-même, assis. Donc, il faut passer la jambe sur le côté, puis ensuite se mettre à l'envers, puis repasser, il faut se tenir. Enfin, c'est vraiment, ça met en jeu beaucoup de fonctions motrices. Et dans la voltige, alors après, ça va dépendre de l'objectif avec l'enfant. Mais par exemple, pour ton fils, c'était clairement d'aller dans la conscience de ce que je fais, d'aller doucement. Et c'est là où la relation avec le cheval rentre en jeu, parce que on sensibilise l'enfant en amont. Parce que quand on va avec le cheval, faut le dire aussi pour que les gens se représentent, on va chercher le cheval dans le parc à l'extérieur, donc on doit prendre les outils pour aller l'attraper, le prendre, l'emmener. Donc on met un licol, on met une corde, on rentre aux relations déjà même avant tout ça dans le parc avec tous les chevaux qui sont là, qui sont en liberté. Oui. On doit les observer, on peut pas se mettre à courir au milieu et puis pas regarder ce qu'on fait. C'est déjà d'une, ça peut être très dangereux. Puis en plus, les chevaux vont s'en aller en fait si on y va en courant. Donc, on doit déjà contrôler ses émotions. Contrôle, bien sûr. On doit être attentif. Et puis, quand on se présente au cheval, faut se présenter correctement. Enfin, faut faire des gestes trop brusques. Donc, on doit contrôler les gestes. Donc, on est dans quelque chose de très fin. Et puis ensuite, quand on arrive à mettre le licol, à attacher la corde, là, il y a de la motricité fine parce qu'on attache la corde, on attache le licol, on met toutes les petites boucles, etc. Puis après, faut guider le cheval jusqu'à la sortie. Enfin, il y a déjà énormément de choses qui se passent en amont, même de faire l'exercice de la voltige. Et puis, une fois qu'on a amené le cheval à la place d'attache, on va le brosser. On va prendre soin de lui. Donc, on considère l'autre. On va parler aussi de ça théorie de l'esprit. Ça développe un peu l'empathie, la connexion, toutes les aptitudes relationnelles. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est de pouvoir se mettre à la place de l'autre, comprendre ce qui se passe dans une situation chez l'autre. Analyser les réactions faciès, etc., qui peuvent donner des indices sur comment l'autre se sent et comment on peut réagir et comment on peut se comporter avec l'autre. Et avec le cheval, en fait, on l'utilise comme analogie un petit peu. C'est-à-dire qu'on est un trio, en fait, dans cette thérapie. Moi, je verbalise et, en fait, j'étaye tout ce qui se passe du point de vue du cheval pour que l'enfant, en fait, se rende compte de ce que ses actions produisent. Oui. Et c'est là où, nous, en tant que psychomotriciens, on intervient, c'est qu'en fait, on fait le lien, on fait le pont et on verbalise beaucoup. Et donc, tu le rends attentif à la connexion qu'il a avec le cheval. Et le cheval est un miroir. Ouais. En fait, tout incroyable. Simplement. C'est là aussi où il a une beauté de présence, c'est que c'est un animal qui est très sensible de par, alors tout un tas de choses, de par ses sens, qui sont beaucoup plus fins que les nôtres. Pour la plupart. De par, au niveau du toucher, par exemple, à un cheval, il faut savoir que même si ça fait 500 kilos, vous prenez un cheveu, vous le touchez sur la peau, ou sur son poil, il tremble, il le sent. Il a cette finesse-là que vous tous et toi, si je te mets un cheveu sur la main que tu as les yeux fermés, tu peux ne pas le sentir. C'est vrai. Donc voilà, ils ont cette finesse, et puis ils ont des récepteurs aussi à nos hormones, à certaines hormones de stress, ou
ou qu'on dégage, nous, quand on a une émotion particulière un peu forte, eux, ils vont le ressentir. Et on a eu des études aussi qui montrent qu'ils sont capables de nous reconnaître au niveau du visage, au niveau des expressions, ils apprennent à lire aussi ce que ça veut dire, parce qu'à force de répétition, ils apprennent que quand on fait telle expression, souvent il y a ça qui se passe derrière. L'humain apprend du cheval, l'humain apprend les expressions du cheval et vice-versa. Quoi. Et du coup, ils réagissent beaucoup à ce qu'on fait. Au-delà de leur propre action à eux et de l'environnement qui les entoure, il y a beaucoup de réactions de leur part et qui est très immédiate et spontanée et surtout sans jugement. Parce que du coup, elle permet aussi, cette relation avec le cheval, de sortir du cadre qui peut être un peu confrontant pour l'enfant. Ah oui, pardon. Ah non, oui, alors aussi. Mais alors il y a ça, et il y a aussi le fait d'être confronté au jugement de l'autre. Oui. Là, quand le cheval va, par exemple, mettre les oreilles en arrière, ou s'éloigner, ou tourner la tête, ou pas vouloir, on vient remettre un sens très brut et très simple aux réactions. Et du coup, l'enfant, en fait, il voit des réactions immédiates. Oui. Parce que nous, en tant qu'adultes, par exemple, avec un enfant, on va un petit peu compenser, on va temporiser, on va s'adapter. Et du coup, c'est comme ça aussi que l'enfant apprend, évidemment. On peut le confronter tout le temps, mais du coup, là, des fois, il est confronté un peu. S'il s'agite, par exemple, énormément, et qu'il essaye de guider le cheval à pied, même ne serait-ce qu'avec la corde, le cheval peut pas du tout répondre à ce qu'il lui demande, ou être très agité, ou pas du tout. Enfin, ça peut être très confrontant pour l'enfant, mais en même temps, ça lui permet, avec évidemment nous qui allons expliquer et traduire ce qui se passe, de comprendre comment agir. Et mais ça veut dire quoi se calmer ? Ah, mais ok. Et puis là, il voit l'effet direct. Et il comprend ce que ça fait, les différents états émotionnels. Puis c'est comme ça qu'il apprend à réguler plus finement. Et c'est ce qui fait qu'après, il comprend pourquoi il doit être attentif, pourquoi il doit écouter l'autre, pourquoi il doit interagir de telle manière. Et donc ça, c'est tout ce qu'on fait avant de faire un exercice à cheval, par exemple. Et Gabrielle, par exemple, a appris à lire les émotions du cheval par ce biais-là, en étant à pied avec le cheval, en lui expliquant bien. Alors on simplifie, évidemment, que c'est un peu plus complexe que ça, mais on parle beaucoup des oreilles, c'est très visible chez les chevaux, elles bougent énormément. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent être... je parle pour ceux qui font de l'équitation, qui connaissent les chevaux. Ce n'est pas tout à fait juste à 100% scientifique ce que je vais dire, mais on va dire que on leur dit, si le cheval a les oreilles couchées en arrière, c'est en tout cas qu'il y a un inconfort ou qu'il n'est pas bien ou qu'il n'est pas d'accord. Que par exemple, on analyse, Gabriel est capable de comprendre ces choses-là, donc quand il a la tête qui descend, quand il a la commissure des lèvres qui se détend, quand il mâche le cheval, ça veut dire qu'il est calme, qu'il est relâché ou qu'il processe quelque chose, donc il comprend ça. Et du coup, quand il va faire sa voltige, maintenant qu'il a eu la relation, il a eu le temps de prendre le temps avec le cheval, de comprendre comment il agissait, il voit les réactions du cheval et il essaye d'adapter. Et du coup, on parle vraiment d'un vrai contrôle moteur à ce moment-là, parce qu'il doit vraiment exécuter ses gestes le plus finement et le plus doucement possible pour pas toucher le cheval avec sa jambe à un moment donné inopportun ou taquer avec son pied sur la croupe du cheval, par exemple. Et puis là, la dernière fois, il était avec un cheval qui est sensible à ça. Et très impressionnant comme cheval. C'est pas un mini poney. Non, c'est un cheval de trait, c'est un gros cheval de trait. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, je l'ai vu sur ce gros cheval en train de faire de la voltige. Je me suis dit, ah oui, c'est intéressant. Je ne doute pas que ça le développe, c'est clair. Et je trouve ça franchement fabuleux. Et après, quand tu m'as expliqué aussi l'exercice, parce que ça m'intéressait, en fait, tu m'as expliqué à quoi servait un petit peu l'exercice sur le moment. Puis lui, après, m'a réexpliqué avec ses mots. Et j'ai vraiment compris qu'il avait intégré en fait, ce qu'il était censé faire sur cet exercice, et ça le passionnait aussi de me raconter comment le cheval interagissait, et il me disait, mais tu sais maman, c'est pareil avec les chiens, et donc en fait c'est intéressant parce qu'il reproduisait après à la maison avec le chien. Il me disait, mais tu vois, par exemple, là, si je l'approche, et puis si j'approche ma main et puis qu'elle met les oreilles en arrière, c'est que c'est pas le bon moment. Et du coup, en fait, je vois qu'il arrive à traduire quelque chose, qu'il arrive à traduire sur un autre domaine aussi. Donc oui, j'imagine que finalement, ce qui est développé là pendant les séances se reporte aussi à l'extérieur. C'est qu'après, on étend ce domaine-là le plus possible dans la séance, à la relation au thérapeute, à comment il interagit avec moi, par exemple, et puis comment on arrive à faire des liens avec les situations du quotidien, qui me raconte peut-être ce qui se passe avec ses copains ou pas, et puis on fait des liens, on essaye vraiment de faire des connexions pour que lui, il fasse ses connexions ensuite tout seul et qu'il généralise. Donc au début, oui, on centre sur le cheval, et parce que c'est très spécifique, mais parce que c'est son centre d'intérêt. Il faut le dire aussi, on fait la médiation avec l'animal, mais il faut que les enfants ils soient intéressés par ça et motivés, et que ça ait du sens, évidemment. Et pour Gabriel, ça en a tout à fait. Donc lui, du coup, là, il est très motivé. Donc du coup, ça aide à apprendre ses envies, ces motivations-là. Donc surtout chez un enfant TDAH qui peut avoir beaucoup d'aversion sur les choses qui peuvent être difficiles ou coûteuses. C'est clair. Donc là, du coup, il prend plaisir tout d'un coup à contrôler son corps, à faire doucement, à pas se précipiter.
Et puis c'est très intéressant ce que tu me dis par rapport aux chiens, parce que du coup on a des chiens animaux, parce qu'on a aussi. un ou deux chiens même des fois. Vous faites des exercices aussi en interaction avec les chiens assez souvent. Parce que c'est aussi très chouette d'être avec un animal qui est des fois plus petit aussi, qui est un peu moins impressionnant. Quoique pour certains c'est aussi très impressionnant le chien, mais en tout cas pour d'autres c'est plus simple. Et puis bon, le chien a cette super compétence qui est de vouloir aussi être en interaction avec l'humain, et la plupart du temps, après il y a des chiens qui sont plus ou moins selon leurs âges et leurs envies, mais par exemple mon chien il est jeune, donc il adore jouer, et puis il est très motivé, donc ça te donne aussi envie à l'enfant, ça le motive, et c'est vrai qu'il peut avoir tendance, par exemple, quand il arrive en séance, Gabriel, il peut avoir tendance à voir le chien couché, puis tout de suite avoir envie de lui faire un câlin, parce que il a cette cas typique d'impulsivité, il a une envie, il veut l'exécuter. C'est ça. Et puis, il n'y a rien qui se passe autour. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, il se pose même la question de est-ce que je dois ou pas. C'est vraiment ce mécanisme d'inhibition de l'action qui est... Oui, et puis en même temps, c'est un apprentissage, parce que des fois, on sait juste pas, en fait, qu'on ne peut pas aller voir le chien quand il est couché, ou... Enfin, ça peut être aussi ça. Et le fait de le répéter, de le pratiquer en séance avec le cheval, avec le chien, et puis, du coup... Le fait qu'il le transpose à la maison, c'est génial, parce que là, il fait sens avec ça, et du coup, il montre qu'il a une capacité d'inhibition et de rétrocontrôle. Et il est capable de réfléchir à l'action. Et parce qu'il y a mis du sens, parce qu'il l'a pratiqué, parce qu'il l'a vécu, expérimenté. Et c'est tout le concept de la psychomotricité. C'est génial. Donc en fait, petit élément, mais... En fait, ça s'exporte, et effectivement, ça fonctionne en dehors de la séance, et ça, c'est chouette de le voir. C'est le cas, en fait, chez tous les enfants. Qu'est-ce que tu constates, en général, par exemple, sur le milieu scolaire, sur le milieu familial, en termes de résultats des séances, justement, de psychomotricité? Alors, c'est un bon pont aussi pour la guidance parentale, parce que, justement, alors, il y a des chouettes éléments, quand même, en termes de construction au niveau de l'enfant, au niveau de toutes ces compétences-là, que ce soit de la relation à l'autre, de la régulation de ses émotions, de cette impulsivité, de l'inhibition, de tout ça, d'attention. Il apprend petit à petit, et en grandissant, on voit qu'il développe des compétences, et que ça s'améliore, et que les éléments qui peuvent être perturbants au quotidien diminuent. Et on travaille justement pour essayer de trouver des outils, comme je disais tout à l'heure, avec l'école par exemple, pour leur amener aussi des outils qui ont fonctionné en séance. Donc c'est comme ça que ça va par exemple se reporter à l'école. On va mettre en place, quand on va faire un jeu à table avec l'enfant, un jeu de société, peu importe, on va essayer de mettre en place des choses au niveau de son assise, pour lui amener le mouvement dont il a besoin, ou... ça peut être aussi des choses très sensorielles, comme des colliers à mâcher. Alors, je sais pas si les gens connaissent ça, mais c'est des petits colliers, comme par exemple celui que j'ai, mais avec un élément un peu en silicone, en plastique, qui se mâche et qu'on laisse à l'enfant pour qu'il puisse avoir, on va dire, cette satisfaction orale dont il a besoin à ce moment-là pour pouvoir ensuite entrer dans la tâche. Parce que du coup, ça permet d'amener une satisfaction et répondre à un besoin sans avoir besoin d'aller bouger. En fait, ça permet de répondre aux besoins sensoriels, en quelque sorte. Et de refocuser de cette manière-là. D'ailleurs, c'est souvent des outils qu'on va retrouver à l'école. Alors, en fait, dans le cas de Gabriel et de plusieurs enfants, par exemple, dans sa classe, on va avoir effectivement ces outils sensoriels, les colliers à mâcher, par exemple, ça peut être aussi les fidgets, et on voit que c'est quand même efficace, effectivement, pour juste remettre l'enfant sur son focus, le canaliser. C'est qu'on lui amène une sorte de mouvement, une sorte d'échappatoire pour que lui puisse quand même rester dans le cadre qu'on lui impose et qu'on lui demande. Donc on va aider, en fait, à ce niveau-là. Moi, j'ai souvent en contact avec les maîtresses, les maîtres qui accompagnent les enfants pour discuter de problématiques. J'ai un autre enfant, par exemple, où la problématique, c'était les temps de groupe où il faut écouter. Alors, c'est un enfant qui est plus jeune, mais qui est en logorée, donc qui parle tout le temps, qui a toujours besoin d'exprimer les choses, et qui, du coup, a beaucoup de peine à écouter les autres, à pas interrompre, et à comprendre qu'il peut pas, à ce moment-là, partager, exprimer. Donc là, on va réfléchir à utiliser le timer, par exemple, à utiliser des éléments visuels, des pictogrammes. Donc on va plutôt amener des outils un peu concrets comme ça à l'école, au-delà de nous, ce qu'on fait en séance au niveau médiation et expérimentation. Et on va aussi les tester à la séance pour pouvoir voir si ça fonctionne, si ça a du sens pour l'enfant. Et souvent, après, quand il apprend avec nous certains rituels, certaines routines, mais après on les transpose à l'école. Donc on peut garder les mêmes pictos, les mêmes images, le même système avec le timer, les mêmes codes, les mêmes contrats. Donc c'est comme ça qu'on va utiliser un peu ce qu'on fait en séance pour le généraliser à l'école. Et donc vous triez finalement ce qui est efficace pour l'enfant. Enfin, tu vas trier ce qui est efficace pour l'enfant et puis derrière l'exporter sur le milieu scolaire et
on fait un travail de fond sur son individu, voilà, sur tout ce qu'il a besoin de travailler, d'apprendre et de faire évoluer. Et après, on spécialise certains outils qu'on commence à connaître avec le temps et qu'on sait que voilà, qui fonctionnent bien pour être un peu en adéquation. On essaie de travailler vraiment ensemble pour que ça ait du sens. Et c'est ce que je disais. Nous, on fait plein de choses en séance, mais l'important, c'est quand même de se connecter à la réalité de l'enfant dans son quotidien et que qu'est-ce qui se passe là, maintenant, à l'école ou à la maison? Quelle est la problématique et comment on aide ici, maintenant? Et c'est pour ça aussi que tu formes les parents aussi. Voilà. Dans le cadre de la guidance parentale, pour justement leur permettre d'acquérir en fait une nouvelle mécanique, une nouvelle façon d'interagir avec l'enfant et qui soit bénéfique et puis qui permette derrière, c'est ça c'est ça, en fait, c'est pour ça que je disais que c'est intéressant comme pont parce que moi je me suis rendu compte et c'est pour ça que j'ai fait cette formation, c'est que on a beau mettre en place beaucoup de choses en séance, on est en 1 pour 1 avec l'enfant, on est dans un cadre qui est très particulier, très spécifique. Et bon, à l'école, on arrive encore à mettre des outils en place, et puis quoique des fois c'est pas simple, mais à la maison c'est très difficile parce que c'est un cadre qui est complètement différent. L'enfant, c'est un endroit où souvent il se sent en sécurité, bien heureusement, mais qui du coup décharge beaucoup à cet endroit-là. Et j'avais beaucoup en fait de parents qui avaient des complaintes qui malheureusement étaient au-delà de ce que je pouvais faire pendant ma séance en fait. J'avais beau mettre en place beaucoup de choses et les accompagner, c'est pas possible, même en faisant un entretien, parce qu'on fait souvent des entretiens pour discuter du suivi de séance, même en faisant un entretien 2 ou 3 fois par an, même en essayant entre 2 portes, entre 2 séances, entre une début et une fin de séance de discuter, on peut pas mettre ça en place comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de demandes, notamment pour les parents d'enfants TDAH, par rapport à l'aspect vraiment du quotidien à la maison et de comment gérer la désobéissance, les crises, les explosions émotionnelles, le cadre. Et c'était quelque chose, en fait, qui sortait du cadre de mes séances de suivi avec l'enfant. Et là, je me suis dit, il me manque quelque chose. Et j'ai beaucoup trop de demandes pour pas y répondre. Donc, je me suis renseignée et c'est là où j'ai découvert je savais que les guidances parentales existaient, mais j'ai repris un peu aussi les recommandations qu'on a, nous, en tant que thérapeutes. Et en reprenant aussi les dernières recommandations qui sont faites par la Haute Autorité de Santé, par l'OMS, etc. En fait, c'est indiqué en première intention. Guidance parentale. Après le diagnostic du TDAH, en fait. Oui, c'est une des stratégies qui semble être en tout cas la plus et c'est celle qui est indiquée même avant la thérapie psychomotrice, par exemple, ou toute autre thérapie qui pourrait être enclenchée. C'est quasiment la première chose qu'on devrait faire, en fait, à partir du moment où on a le diagnostic de notre enfant, parce que ça nous donne juste les lignes directrices pour le quotidien et pour finalement développer notre enfant au quotidien et comprendre ce qu'est ce trouble et comment on interagit avec lui avec ce trouble. C'est ça. Et on s'est surtout rendu compte qu'il y a beaucoup... Alors, c'est pas une majorité et c'est pas toujours le cas parce que, comme je disais, il y a beaucoup de troubles associés en général. Donc, ça résout pas tout. Mais quand il n'y a pas de troubles associés, par exemple, qu'il n'y a qu'un TDAH et que les parents consultent, on s'est rendu compte, alors pas à Nima en tant que personne, mais sur un terme plus général au niveau des études qui ont été faites, que souvent, s'il y a une guidance, si les outils sont bien instaurés et que c'est bien mis en place et que ça fonctionne, souvent, il y a des fois plus besoin de thérapie spécifique à l'enfant en individuel, s'il n'y a pas de trouble associé. C'est comme si finalement le parent faisait un peu le travail tous les jours pour... en fait, c'est parce que souvent, la problématique principale, ça va être au niveau comportemental, en fait. Alors, je ne dis pas que c'est... Je dis vraiment quand il n'y a pas de troubles associés au niveau moteur, au niveau d'autres choses, ou même au niveau logopédique ou d'autres choses. Je parle vraiment du trouble d'attention pur et dur, mais... souvent, il y a eu des cas où, en fait, le besoin, il était dans la gestion de cette impulsivité, de cette inattention au quotidien. Et comme on donne les outils, c'est ça, aux parents, et qu'ensuite, eux, ils sont armés pour faire des choses qui sont efficaces et qui fonctionnent, en fait, ça a été méta-analysé, donc ça a été vraiment analysé au niveau mondial, international, avec beaucoup d'études indépendantes qui ont été recoupées ensemble pour faire quelque chose de très global. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça diminuait les troubles comportementaux, voire ça les abolissait. Et aussi, ça diminuait la symptomatologie du TDAH, donc l'inattention, l'impulsivité et plus ou moins l'agitation psychomotrice selon l'enfant. Et est-ce que les professeurs sont formés aussi parce qu'on parle de guidance parentale, mais en fait, ils sont confrontés aux mêmes problématiques que nous et parfois, ils les ont très longtemps, dans une semaine. Et est-ce que les enseignants sont formés, en fait, à ces stratégies de guidance? Alors, on ne parle pas de guidance parentale là, mais de guidance, en tout cas, pour les enfants qui ont un TDAH.
là, j'avoue que je ne sais pas s'il existe des formations spécifiques pour les enseignants. Là, c'est hors de mon, de mon domaine, mais nous, ils sont de plus en plus sensibles aux outils, ils sont vraiment très sensibilisés. Souvent, il y a des interventions aussi à l'école avec un accompagnant. Donc, ils sont formés par ces personnes-là aussi qui vont mettre en place des outils, les former à ces outils et du coup, qui vont pouvoir mettre en place. Mais je dirais que ils vont pas forcément avoir une formation spécifique pour ça. Et souvent, c'est pour ça que nous, des fois, on intervient à l'école. Pour accompagner, mais une formation vraiment en tant que telle, honnêtement, je ne sais pas. Pas réellement. Mais je pense que ça leur manque cruellement pour certains, oui. Ben, ça manque, et je ne sais pas si tu te rappelles de la dernière réunion de réseau qu'on a eue ensemble avec notamment les enseignants, où finalement, on a face à nous des enseignants qui sont volontaires, qui ont vraiment la volonté d'agir. Et moi, je les trouve particulièrement volontaires, ouverts, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'aider. Mais je me rappelle vraiment des mots de la maîtresse qui disait, en fait, moi, par exemple, si je suis face à une crise, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous auriez juste des outils à me conseiller pour ces moments-là ? Et je me disais, mais c'est tellement dommage que juste les enseignants n'aient pas cette base de formation de comment je réagis. Si l'enfant fait ça, comment je réagis s'il fait ça. Enfin, et c'est vrai que ça m'a vraiment questionnée qu'elle pose cette question. Et à la fois, je suis admirative de cette maîtresse qui essaye vraiment de faire des choses. Et à la fois, je me dis, il y a peut-être un peu plus à faire aussi encore en milieu scolaire. Donc, c'est un milieu qui est compliqué parce qu'ils ont, moi, quand je discute avec les enseignants, à chaque fois, ils ont 4-5 élèves dans leur classe sur 25 qui ont des difficultés, qui peuvent être toutes différentes ou même toutes les mêmes. Clairement. Quand il y a 4-5 TDAH dans la classe et qu'il n'y a pas forcément d'accompagnement avec, qui sont tout seuls, c'est très difficile à gérer. Et quand bien même ils auraient les outils à mettre en place, c'est très compliqué. Donc déjà, il y a une grosse difficulté à ce niveau-là, malheureusement. Et c'est sûr que il manque cette formation-là, mais en même temps, on est presque là, du coup, dans l'éducation spécialisée. Enfin, on est dans des compétences, des interventions qui sont l'enseignement spécialisé, pardon. C'est vrai que il y a beaucoup maintenant d'enseignants qui s'y forment. Alors, il y a des formations pour ça, par contre, pour être enseignant spécialisé. Et je pense que c'est dû au fait qu'il y a de plus en plus d'enfants avec des besoins spécifiques et qu'à un moment donné, ils se rendent compte qu'il faut qu'ils s'outillent. Bien sûr. Donc ça, c'est super. Et après, nous, en fait, quand on accompagne les enseignants, on essaye au maximum de leur simplifier la vie et de faire des choses qui sont en entre-deux, entre leur monde et le nôtre, et qui sont faciles à mettre en place et qui vont leur servir parce que on sait très bien qu'il y a des choses qui seraient géniales, mais qui prennent énormément de temps à être mises en place parce que on parle de la guidance après, ça met du temps. Ça demande une implication qui est énorme. Et pour l'instant, pour les enseignants, c'est pas toujours possible. Oui, et puis c'est de l'observation, tenter quelque chose, réobserver, retenter. J'imagine que voilà. Et sans stigmatiser l'enfant aussi. Sans stigmatiser l'enfant. Ça aussi. Qui rentre en jeu. Et quelles sont du coup les deux grandes lignes directrices de cette guidance parentale ? Il y en a plus que deux. Alors quelles sont les on va quand même revenir à la base. Peut-être les deux principales, les deux piliers, les deux fondamentaux de la guidance parentale. Et puis, si tu veux mentionner l'intégralité des lignes directrices aussi, c'est évidemment super intéressant. Ici, dans l'écoute de ce podcast, c'est vraiment des parents qui cherchent des solutions, qui ont envie de comprendre et qui veulent aider leur enfant. Donc tout ce qui peut aider. Non, mais on va pas se détailler, mais c'est pour dire que c'est très complet, mais du coup très dense. Mais à la base, cette guidance, elle a été créée pour vraiment accompagner les parents pour qu'il n'y ait plus ce stress de gestion parentale qui augmente et ce cercle vicieux, parce que quand on a ce stress corrélé au comportement de l'enfant, on rentre dans un cercle vicieux d'anticipation aussi, des crises. On est stressé rien qu'à l'idée de voir l'enfant, de le récupérer. Et en fait, on est stressé tout le temps. Et des fois, on va réagir avant même que vraiment... Enfin, si on était dans une position plus neutre, entre guillemets, peut-être que la réaction serait différente. Et en fait, on entretient, en fait, les comportements. Je ne dis pas qu'on les crée, attention. Il n'y a aucune culpabilisation du parent. Et ça, c'est un point... Et c'est vraiment... Si on parle de ligne directrice, c'est le point le plus important. C'est que le parent n'est pas responsable du trouble de son enfant. Ça, on ne veut plus l'entendre. Je ne veux plus entendre ça. Non, mais c'est important de le dire parce que je pense que aussi en tant que parent d'un enfant qui a un TDAH, l'environnement social a tendance à culpabiliser le parent. Pas forcément que l'école, mais en fait tout l'environnement social, la famille, les amis, et finalement tout le côté éducatif est souvent passé à la loupe et c'est compliqué effectivement en tant que parent. Donc c'est important de le dire.
Oui, et c'est là où le deuxième point très important, c'est qu'on éduque déjà le parent, et on psychoéduque le parent sur qu'est-ce que c'est que le TDAH, comment ça fonctionne, comment leur enfant fonctionne. Parce qu'il y a des parents qui sont juste dépassés et qui ne savent même pas ce qui se passe vraiment, et qui vont, du coup, on crée des stéréotypes, on crée des clichés ou des fausses croyances. Il le fait exprès, il pourrait faire différemment, il pourrait faire un effort, parce que on a une méconnaissance du fonctionnement de l'enfant et de comment en fait ça se passe. Et évidemment que dans l'entourage après, alors c'est pas tout le temps, mais on peut entendre mais oui, mais attends, mais si tu fais faire un effort, il va comprendre. Et du coup le parent il est perdu parce qu'il voit bien que son enfant n'y arrive pas, mais il se dit c'est lui qui fait mal. Donc c'est pour ça que je dis que vraiment, en fait, ce qu'on explique, c'est que quand on fait cette guidance, on va apporter des outils qui fonctionnent. Et en fait, ce qu'on explique, c'est que là, le parent, il utilise des choses qui malheureusement ne fonctionnent pas et qui parfois, en fait, engrainent et augmentent les comportements qui sont déjà présents. Parce que c'est pas qu'on les tente rien, en fait, en tant que parent. C'est qu'on tente des choses, mais qui parfois sont dysfonctionnelles. Et même, on voit certains parents qui essaient de mettre tellement de choses en place jusqu'à l'épuisement. L'épuisement parental, il est quand même souvent... Le burn-out parental, il est quand même souvent présent chez des parents qui ont des enfants avec un TDAH. Et concrètement, cet épuisement, il vient aussi à force d'utiliser des outils rabâchés et qui aggravent finalement la systémique, quoi. Exactement. Et du coup, on vient en fait remettre un fonctionnement qui va être pérenne et qui va vraiment soutenir et remettre du positif dans la relation. Parce que c'est ça aussi le gros point important, c'est qu'en fait, cette guidance, elle est tournée pour vraiment donner des outils efficaces qui vont permettre de remettre un cadre, remettre des limites et remettre une dynamique qui fonctionne et qui a du sens pour l'enfant et pour le parent. Donc, il va diminuer le stress, donc diminuer ce fameux cercle vicieux qui entretient les crises et les conflits. Et en même temps, rapporter une relation et du positif dans cette relation et une vision plus légère et plus joyeuse et plus positive de son enfant aussi, de comment on est en relation avec lui, plutôt que d'être tout le temps dans cette relation d'opposition. Oui. Qui est souvent, malheureusement... De faire une équipe plutôt que de vivre contre un trouble, quoi, en quelque sorte. Et par exemple, dans une des premières choses qu'on met en place, ça s'appelle le moment spécial. Et c'est un moment qu'on met en place tous les jours. Et le parent, donc avec l'enfant, il fait un petit contrat. On fait beaucoup de petits contrats avec les enfants dans cette guidance. Mais c'est chouette parce que ça les implique et puis ça les engage. Et ce petit moment spécial, c'est minimum 10 minutes, même des fois moi j'ai minimum 20, mais bon, où on fait un moment de jeu avec l'enfant. C'est l'enfant qui choisit son jeu. Donc évidemment, il y a un contrat, donc on ne peut pas faire n'importe quel jeu, mais on se comprend. Et le parent doit apprendre à ne plus être directif pendant ce moment. Okay. Il doit se laisser porter par l'enfant, il peut pas dire « Ah non, mais on ne fait pas comme ça » ou « Non, mais... » Il doit vraiment juste être dans le plaisir du jeu avec son enfant. Et ce petit moment, c'est tous les jours. Et c'est une des choses qu'on met en place en premier pour réinstaurer déjà un temps qui est vraiment neutre, quoi. Et même plus que neutre, qui est vraiment positif et qui est dans quelque chose de très simple dans la relation et des choses qui ont été oubliées au fur et à mesure des déboires et des crises et des difficultés qui sont rencontrées par les familles et qui se retrouvent en burn-out ou en difficulté. Donc, le moment spécial, c'est très important. Ça, c'est déjà un basique. Ouais. Et par exemple, alors, tu vois, on en avait parlé, moi, ce moment spécial, c'est une des choses aussi que j'ai mise en place avec mon fils. Et par contre, parfois, je me pose une question. Ce qu'il choisit la majorité du temps dans ce moment spécial, c'est maman, est-ce que tu peux me raconter les bêtises que tu faisais quand tu étais petite ? Parce qu'en fait, mon père, quand on est dans les repas de famille, dit tout le temps « Oh, mais ta maman, elle faisait tellement de bêtises, que des bêtises, que des bêtises. » Du coup, il me dit « Tu peux me raconter une bêtise ou deux bêtises ou trois bêtises que tu faisais quand tu étais petite ?» Et du coup, je me dis « Bon, est-ce que ça enrichit vraiment ses compétences ou est-ce que là, au contraire, je suis plutôt en train d'aggraver la situation ?» Alors, il ne les reproduit pas. Il ne les reproduit pas, ce qui est déjà bien. Puis je choisis aussi, hein, évidemment. J'imagine. Mais voilà. Donc en fait, est-ce qu'on peut tout choisir comme moment spécial ? Est-ce que ça, par exemple, c'est un moment spécial adapté, ou est-ce que là, on devrait poser une limite et dire non, on choisit pas ça parce que le moment spécial, c'est un jeu. C'est un jeu. Ouais. Ok. C'est pas un échange en fait. C'est un jeu. Ok. C'est pas une activité lambda. Alors après, on s'entend, c'est un jeu. Ça s'il a envie de peindre, s'il a envie, c'est une activité, quoi. C'est quelque chose qui met en jeu l'enfant et le parent. Alors attention aussi, c'est très important, c'est un parent, un enfant. D'accord, c'est vraiment le lien entre un parent et un enfant. Donc s'il y a deux parents, il y a deux moments spéciaux. Ok. Et tous les jours, chaque jour. Ouais.
C'est pas un parent fait un jour et l'autre parent fait le jour. C'est s'il y a 2 parents, chaque jour. Après, s'il y a une fratrie, on s'entend, ça peut être un parent dédié à un enfant et puis après, on échange la semaine. On est d'accord. Mais c'est vraiment, c'est important, c'est vraiment qu'il y ait un seul parent, un seul enfant, parce que l'enfant, déjà, c'est son moment privilégié. Donc, il n'y a pas la sœur, le frère, etc. Et le parent aussi, c'est son moment privilégié. Okay. Et l'idée, c'est d'aller dans une activité où on interagit, on est ensemble. Donc, on est dans une activité, vraiment, ou dans un jeu. On n'est pas juste dans une discussion ou etc. ou autre chose qui ça sort un peu du cadre. Ouais. Recadrer sur non, en fait on choisit un jeu. Ouais. Ok, très bien, c'est parfait. Ça. C'est noté. Jonathan. Mais ça, c'était pour dire du coup qu'on va redonner un peu de la vie à la relation avec le parent en l'orientant sur quelque chose d'autre que les problématiques qui sont rencontrées et qui sont très prégnantes et qui prennent beaucoup de place. Et avoir des moments qualitatifs avec l'enfant parce que, bon, déjà, le statut d'enfance donne un statut d'impuissance. Hein. En général, on fait très peu de choses de nous-mêmes quand on est enfant et on suit pas forcément nos propres drives. Mais en plus de ça, quand on a un TDAH, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui explose en fait. Cette sensation d'être complètement impuissant, de ne rien choisir. Donc, avoir juste un moment spécial où on peut enfin choisir ce qu'on fait avec son parent, c'est chouette. C'est aussi un moment où on donne de l'attention positive. Et oui, complètement. Ça, et on casse ce schéma de finalement essayer de recadrer en vain l'enfant et puis qui le dénigre plus qu'il ne l'épanouit. Quoi. C'est ça. Et en fait, après, on va dans les éléments qui sont un petit peu plus spécifiques sur, on va dire, les conflits, la désobéissance, les choses un peu plus complexes comme ça. On va travailler justement sur renforcer les bons comportements, donner de l'attention positive sur vraiment tout ce qu'on croise qui est bien positif, bien fait, etc. Et puis, donc, il y a plein de petits outils pour ça. Et après, pour les comportements qui ne seront malheureusement pas attendus ou voilà. Là, on va travailler sur différents outils qui peuvent aller de l'ignorance à des temps d'arrêt, on appelle ça time out, où on va là agir sur le comportement lui-même et essayer justement de l'annihiler pour pouvoir ensuite continuer de se concentrer et renforcer les bons comportements. Et en fait, l'idée, c'est de mettre en place petit à petit les outils pour qu'à chaque fois, ils soient vraiment mis en place correctement, parce que c'est ça la difficulté aussi avec les parents, c'est que j'entends que tous les parents peuvent pas se former, j'entends que c'est un investissement de temps, hein, parce que ça prend plusieurs mois, hein, c'est difficile. Enfin, c'est difficile. C'est parfois difficile de mettre en place ça dans le quotidien. C'est un investissement familial, clairement. Tout le monde doit s'y mettre concrètement. J'imagine qu'on peut pas faire. Et puis ça prend du temps. Alors on essaye, nous justement, à la base, cette guidance, c'est 10 sessions, enfin c'est assez énorme. Elle a été un peu modernisée, parce que ça a été créé en 1980, donc voilà. Mais on essaye en fait déjà de trouver des temps horaires qui conviennent aux parents. On essaye maintenant, du coup, nous on le fait sur 6 séances, avec une séance qui est plutôt un retour en fait. Donc il y a 5 sessions vraiment avec les outils. Et en fait, elles sont espacées, ces séances, en général de 15 jours à 3 semaines. Okay. L'idée, c'est parce que, en fait, entre chaque session, on met en place l'outil. Il faut travailler. Ensuite, on fait un retour. Et du coup, ça demande quand même un vrai engagement, parce que au-delà de la session, on doit être présent, donc dégager du temps, parce que les parents, ils ont plusieurs enfants, ils ont les activités extrascolaires, ils ont les thérapies, ils ont leur travail, ça fait beaucoup. Donc, on essaye de pas trop alourdir, mais au-delà de ce moment, ils doivent être présents, parce que c'est sans l'enfant, c'est que le parent, il doit vraiment être dédié à ça. Entre les deux, il faut mettre en place l'outil. Et mettre en place l'outil, ça peut... Alors, selon les outils, ça peut aller, mais ça demande quand même une disponibilité du parent qui, quand on parle, par exemple, du time-out, du temps d'arrêt, quand on met en place cet outil la première fois, ça peut prendre... moi, des parents, ça peut leur prendre 2 heures avant de pouvoir avoir réussi à le mettre en place et que l'enfant ait pu accepter l'outil et pu le mettre en place, l'expérimenter et le vivre. C'est pas juste une histoire de connaître la théorie, en fait. Il faut vraiment le pratiquer et arriver à une pratique qui soit stable. Oui, et ça demande émotionnellement d'être disponible. Donc, alors ça, je parle d'un outil qui est un peu coriace. Des fois, pas tous les enfants, mais ça peut être très coriace. Il y a d'autres outils qui sont plus simples à mettre en place, mais l'idée, c'est qu'en fait, un enfant... Alors, les parents qui sont à 2 et qui peuvent se soutenir, c'est chouette, parce que il faut qu'ils soient raccords. Alors, c'est pas toujours facile non plus, hein, parce qu'il faut vraiment appliquer les choses correctement ensemble et de la même manière, donc ça peut aussi être dur. Mais on va dire qu'ils peuvent se soutenir quand il faut traverser la tempête émotionnelle de l'enfant. Mais j'ai des familles monoparentales qui se retrouvent à gérer ça tout seul, et c'est très dur, c'est très challengeant. Bien donc sûr. il y a ça aussi. Donc c'est vrai que c'est une guidance, et ça c'est un point important qui se met en place quand on est disponible et quand on est capable de mettre ça en place dans sa vie de tous les jours et de prendre du temps pour ça et d'être assez solide pour le tenir, parce qu'il y a des outils où
forcément, l'enfant, il va remettre en question le cadre, il va essayer de tester la limite, il va challenger, donc ça va être dur. Oui. En fait, c'est vraiment comme un investissement en temps. C'est vraiment, l'idée, c'est de se dire, j'imagine, on bloque 3 ou 6 mois de ces soirées pour mettre ça en place et puis faire évoluer son enfant et faire évoluer la relation, quoi. Pas tous les soirées de 3 à 6 mois, mais en tout cas, on sait que voilà, il va y avoir un peu de pain sur la planche, on va devoir s'appliquer un peu au début. Mais après, ce qui est chouette, c'est que les outils, après, ils sont automatisés quand ils sont vraiment bien mis en place et l'enfant est preneur. Et en fait, il se crée une dynamique où on voit les effets. Oui. Parce que c'est ça qui est bien aussi, comme on espace les sessions, c'est qu'on voit les effets entre chaque. Et du coup, ça motive et ça donne envie. Et puis, en plus, l'enfant améliore son comportement au fur et à mesure. Donc, c'est de plus en plus facile. Oui. Et c'est là où c'est plus compliqué. C'est une fois qu'on a terminé la guidance. Alors, nous, on fait un petit rendez-vous bien 2 mois après pour vraiment laisser du temps. Parce qu'en général, pour moi, il faut attendre 6 mois pour avoir vraiment les effets escomptés. Et où il faut vraiment que pendant 3 mois, tous les outils soient mis en place au quotidien, en tout cas. Donc au final, sur toute la guidance, plus le mois d'après, ça fait près de 6 mois au total. Et c'est là où vraiment, en fait, les parents se rendent compte de l'effet. Et c'est super beau de voir aussi le avant-après. Parce qu'on fait des petits jeux. Est-ce que tu as en tête, par exemple, 1 ou 2 situations sur lesquelles il y a vraiment eu un avant-après incroyable, tu vois, des choses que tu as gardées en tête et où tu t'es dit, finalement, c'est pour ça que je fais ce métier et je suis contente de faire ça tous les jours quand je vois, vois vraiment la transformation de cet enfant et de cette famille et ce qu'ils vivent maintenant. J'ai 2 différentes. J'en ai une sur les situations, on va dire, de suivi thérapeutique individuel avec des enfants, où j'avais un enfant qui avait un TDAH que j'ai commencé à suivre quand j'ai commencé mon stage de fin d'année d'études, où j'étais en stagiaire, du coup, pour ma licence, enfin mon bachelor. Et c'est un enfant que j'ai continué à suivre après, que j'ai gardé en thérapie. Et en fait, je l'ai suivi pendant 4 ou 5 ans. Donc il est arrivé, il avait 4 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et donc il est reparti, il faut le calcul, il avait 7 ou 8 ans, et il est arrivé, donc sa maman était toute seule à l'époque pour s'occuper de lui, et c'est un enfant qui n'avait aucun contrôle, aucune inhibition et aucune régulation émotionnelle. Donc c'est un enfant qui faisait énormément de crises, de frustration, donc il était déjà en crèche thérapeutique, il était déjà suivi quand même de près, mais moi, même en séance, je me souviens au début, on me préparait le cheval dans le box du cheval. On le mettait à cheval dans le box. Et quand il était à cheval, par contre, c'était incroyable parce que comme il y avait ce mouvement, il y avait tout ça qui était mis en place, comme j'expliquais tout à l'heure, il pouvait interagir. Mais sinon, il courait de partout, il se mettait en danger. Enfin, c'était vraiment très dur. Et en fait, la maman vivait en enfer parce que, au-delà d'aimer son fils très fort, et puis, il était hyper attachant, il était adorable, mais elle ne pouvait pas sortir de chez elle avec son enfant parce qu'il courait sur la route, il pouvait s'échapper. Enfin, c'était vraiment un stress permanent. De risque qui était et à la maison, c'était le chaos. Voilà. Donc pour elle, c'était vraiment très dur. Et en fait, on a avancé dans le suivi et j'ai vu cet enfant déjà grandir de lui-même déjà aussi. Et donc c'est quand même important de le dire. On fait pas des miracles. On donne une pierre à l'édifice. Le cerveau grandit, se construit aussi et se construit différemment. Exactement. Le préfrontal se construit aussi. J'ai vu cette maman passer d'un désarroi total à une meilleure compréhension de son enfant, à aller chercher les bons outils et les bons thérapeutes aussi. Et pas que moi, il y avait une psychologue, il y avait l'école qui l'accompagnait, le médecin, enfin, il y a le SEI qui est rentré en jeu pour venir à la maison, enfin. Et en fait, elle a réorganisé toute sa vie autour de son fils pour essayer vraiment de mettre tout en place. Ça a été un travail monstrueux, ça a été très dur. C'est elle est passée par des étapes vraiment difficiles, où elle pouvait même plus aller travailler. Enfin, c'était vraiment difficile parce qu'elle devait tout le temps être là pour son enfant. Et en fait, au fur et à mesure, lui, il a acquis des compétences, il a grandi, il a appris avec les animaux. À la fin, il est hyper adapté, il savait se contrôler, il était vraiment les émotions, il pouvait les expliquer, les verbaliser. Et en fait, tout ce chemin s'est fait au fur et à mesure. Et on est arrivé à une fin de suivi où j'avais un enfant, une maman déjà qui pouvait sortir avec son enfant, qui pouvait faire des activités. Aussi bonheur pour eux, leur famille s'est reconstituée aussi, le papa est revenu dans la course. Et du coup, il y a tout un noyau familial qui s'est reconstruit, lui il s'est stabilisé, et en fait, c'était vraiment beau de voir tous les effets que ça a eu aussi pour lui, pour ses apprentissages scolaires. À l'école, il était beaucoup, du coup, capable en fait d'apprendre et d'être présent et de respecter le cadre et du coup d'être dans une école classique.
Et en fait, quand on s'est dit au revoir, il y avait en effet un peu d'émotion parce que on a vu grandir un enfant, c'est quand même quelque chose. Ça fait du temps, clairement. Et en même temps, une grande joie parce qu'on se dit, mais là, en fait, c'est bon, on a réussi. On a réussi à aller là où il y avait besoin. On a une maman qui est comblée, qui est ravie. On a un enfant qui est heureux, qui est équilibré. Et ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué, notamment parce que c'était un de mes premiers suivis, mais surtout parce que il y a eu c'est vraiment cette évolution. L'état qui était vraiment ultra critique, et puis finalement d'en arriver à une vie complètement normale entre guillemets, ou en tout cas confortable. Et une maman qui nous dit qu'elle sent qu'il n'y a plus besoin. Ouais, c'est alors chouette. qu'elle venait à l'aide, quoi, aidez-moi. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est un suivi qui m'a marqué et que j'ai trouvé chouette, et où j'ai vu vraiment l'importance d'accompagner les familles, d'accompagner l'enfant, alors j'ai pas accompagné ces mamans en guidance, mais on a accompagné cette maman à la maison, et c'est tout ce qu'on a mis en place à la maison aussi qui a permis de remettre tout cet équilibre en place. Fabuleux. Donc ça c'était un élément aussi très très marquant. C'est fabuleux. Je te remercie en tout cas beaucoup pour tous ces partages, tout ce que tu nous as partagé là comme outil. Alors j'ai encore une dernière question. La psychomotricité, ça existe dans tous les pays? Alors non. Non, ça n'existe pas dans tous les pays. C'est plutôt dans les pays latins. C'est très développé par exemple en Amérique du Sud. Par contre, dans les pays anglophones, on va plutôt être sur... dans les pays nordiques aussi, il me semble que c'est un peu comme les pays anglophones, mais ça, faudrait vérifier. Il y a beaucoup de pays où ils pratiquent la psychomotricité. En Suisse, en tout cas, en France. En Suisse, aussi, en France, ça c'est sûr, en Europe. Mais par contre, dans les pays anglophones, ils parlent plutôt... c'est une forme c'est plutôt proche de l'ergothérapie. C'est occupational therapist, donc c'est vraiment... c'est pas vraiment comme l'ergothérapie non plus, mais en tout cas, ça va plus se rapprocher des aménagements au quotidien et de ce type de rééducation-là. D'accord. Et c'est un métier qui, du coup, se développe. Enfin, moi, par exemple, j'ai une amie qui est actuellement au Canada, dans l'Ouest canadien, et qui met en place un cabinet de psychomotricité pour faire découvrir ce métier. Ok. Et il y a plein... Enfin, toi qui, du coup, est sur les réseaux, etc., il y a plein de psychomotes qui... sont en place aussi ailleurs et qui vont développer en fait, qui vont le métier qu'on a, génial. Et qui essayent vraiment de le mettre en place et de le faire découvrir parce que c'est des choses qui sont pas connues dans certains pays. Et qui sont encore pas assez connues, je trouve. Ici, on est en Suisse, mais même en France, c'est pas encore vraiment assez connu, je trouve, la psychomotricité. Ça demande en tout cas à être peut-être développé davantage. Il faut faire de la recherche, il faut qu'on arrive à se faire une place aussi à ce niveau-là pour pouvoir crédibiliser notre métier et apporter des données qui sont claires et qui permettent aux gens de se positionner et de comprendre ce qu'on fait. Alors moi, c'est mon pédiatre en fait qui m'en a parlé. Donc j'ai de la chance d'avoir un pédiatre aussi qui a clairement cette ouverture et puis qui m'a dit mais là pour le TDAH de Gabriel, on commence par la psychomotricité avec les animaux. C'est exactement ce dont il a besoin. Ton pédiatre est un grand fan d'animaux. Mais je trouve ça fabuleux. Il sera dans le podcast aussi une fois, donc on aura l'occasion de le rencontrer. Non, on a la chance d'avoir des médecins qui nous connaissent et qui soutiennent le métier et qui comprennent vraiment le sens. Et aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus présent et beaucoup plus simple de travailler en réseau. Et c'est hyper important pour au plus vite aider les familles et les soutenir. Bien sûr. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir été là pour ce podcast. Et je voudrais juste, pour conclure, te demander si tu avais quelque chose à dire avec le plus profond de ton cœur à tous les parents qui, comme moi, ont un enfant qui a un TDAH et puis qui ont vraiment envie, de développer leur enfant, de leur créer le meilleur monde possible, d'améliorer le confort de l'enfant, le bien-être de l'enfant. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, je leur dirais de surtout d'avoir aucune honte, aucune culpabilité par rapport à ce qu'ils vivent avec leur enfant. Et de surtout se faire accompagner et soutenir et de trouver chez leur médecin, chez le thérapeute de l'enfant, à l'école, de vraiment demander de l'aide parce que il y a plein de choses qui peuvent être mises en place et qui peuvent vraiment les soutenir. Et il faut pas avoir peur de demander de l'aide et aussi leur dire que quand c'est pas le moment et quand on n'est pas disponible à ça, il faut déjà prendre soin de soi. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais soulever parce que il y a beaucoup de parents qui se retrouvent dans une phase de leur vie où, alors, tout parent, mais à plus penser à l'enfant qu'à eux, mais dans l'idée où ils peuvent pas soutenir leur enfant si eux vont mal.
Et c'est très important de se faire accompagner. Et je n'arrête pas de le dire aux parents que je suis qui sont dans ces situations-là. Et je trouve que c'est une preuve de courage et une preuve d'amour de réussir à prendre soin de soi. Ça veut pas dire abandonner son enfant, ça veut pas dire ne pas faire de choses pour lui, mais au contraire. Et c'est souvent ces parents-là qui ensuite ont repris un nouveau souffle. Quand je parlais de l'enfant qui s'est révélé au fur et à mesure des années de suivi que j'ai vécu avec lui, cette maman s'est fait accompagner à un moment donné, elle a fini par accepter ça. Et c'est à ce moment-là aussi que beaucoup de choses se sont mises en place parce qu'elle a pu les mettre en place à la maison. Bien sûr, parce que de toute façon, il y a du feedback des deux côtés. Et je pense que l'enfant donne un feedback aux parents comme le parent donne un feedback à l'enfant. Enfin, c'est une dynamique qui se joue à plusieurs. Toi, tu le sais mieux que personne, mais on a besoin de mettre en place des choses à la maison. On a besoin de tenir aussi la route à la maison et de réussir à soutenir. Et c'est dur, c'est difficile, au-delà du fait d'être bien renseigné, et grâce à ton podcast, les gens vont pouvoir, je l'espère, avoir plus de renseignements et d'aide, mais mettre en place tout ça, ça demande quand même beaucoup de présence et d'ancrage, et il n'y a rien de mal à se faire aider, au contraire, c'est très important, et ça, j'encourage beaucoup les parents aussi à faire ça et à se faire accompagner. Donc, ne pas avoir honte, en parler, se faire aider et prendre soin de soi aussi, ne pas s'oublier dans tout ça. Ouais. Super. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir été là pour ce podcast. Et puis, on souhaite à tous ces parents qui ont des enfants qui ont ce fameux TDAH, de bien se développer eux-mêmes et puis de trouver des pistes intéressantes. Ils ne sont pas tout seuls et on est là pour les accompagner. Donc, on fait au mieux. Merci beaucoup. Merci à toi. Un grand merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si cet épisode t'a parlé, dis-le-moi en commentaire. Pense à liker, abonne-toi à cette chaîne et partage à toutes les personnes que ça pourrait aider. Et si tu veux aller plus loin, retrouve-moi sur le compte Instagram NutriGenius. On continue la discussion là-bas. À très vite pour révéler le potentiel de nos petits génies TDAH.